Secure, épisode technique. Je suis accompagné d'Anne-Marie et Maxime. Pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour Nicolas. Alors je m'appelle Maxime Arquillière et je travaille depuis plus de 3 ans dans la société Sequoia.io. C'est une société française qui édite une solution pour les SOC et qui produit du renseignement sur la menace informatique, donc de la CTI. Et moi-même, je suis analyste en cybermenace dans l'équipe spécialisée de CTI de Sequoia. Et Amaury Garçon, merci Nicolas de nous recevoir aujourd'hui. Donc moi je travaille directement avec Maxime, on est dans la même équipe et je suis plutôt spécialisé sur le tracking d'infrastructures et de malware, donc mener des investigations plutôt techniques et en l'occurrence plutôt sur des menaces soutenues par des États ou sponsorisées par des États, ce qu'on appelle plus communément les APT. Super intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui va amener notre premier sujet ensemble. Qu'est-ce qui déclenche une recherche de type CTI sur un APT et des éléments comme ça? Qu'est-ce qui vous chatouille et qui vous amène à aller approfondir un sujet? Oui, je peux prendre la question. Donc, souvent, nous, en CTI, il y a une grosse partie qu'on voit pas forcément, c'est le travail de veille, qui est pas forcément la partie la plus sexy du métier, mais qui est très souvent nécessaire et qui est capitale. La partie veille spécialisée, c'est d'essayer de suivre toutes les publications qui vont être issues d'organismes spécialisés d'État, c'est-à-dire des CERT, le CERT français, l'ANSSI, des CERT américains, canadiens, mais également des chercheurs en cybersécurité qui vont travailler pour d'autres éditeurs de cybersécurité, nos collègues, ou encore d'autres chercheurs qui vont des fois publier en propre, par exemple sur Twitter ou sur d'autres médiums, des morceaux d'investigation qu'ils ont pu avoir, leur vision d'une vision partielle, par exemple, d'une chaîne d'infection, ou rédiger tout simplement un rapport un peu en type CTI qui va être publié en source ouverte. Et donc généralement c'est cette source ouverte nous qu'on va collecter, qu'on va lire et essayer de comprendre, que nous chez Sequoia on va essayer de modéliser pour pouvoir retrouver l'information de façon structurée selon un format spécial qui est Styx, mais je vais vous passer les détails. Et souvent, quand on arrive à bien comprendre la menace, des fois, on essaie d'en faire des règles de détection supplémentaires, comme des règles IARA, par exemple, quand on a suffisamment de données, qu'on met en détection à la fois dans notre produit et à la fois pour nous-mêmes. Et parfois, c'est ces règles-là, par exemple, qui vont sortir un document malveillant qui n'était pas forcément exposé à la base par la source primaire, sur lequel on va pouvoir déclencher une investigation. Et de cette investigation-là, comme ça, vous allez creuser. Là, vous fouillez assez loin quand même. C'est pas juste du technique, c'est aussi du géopolitique. Ça a 2 facettes très intéressantes. Moi, je suis peu familier avec le volet géopolitique puisque je suis vraiment pur technique. Comment tout cet ensemble-là se met en œuvre et comment vous avez justement arrivé ensuite à des règles de détection? Alors, juste pour recontextualiser un petit peu, effectivement, nous chez TDR, donc l'équipe de CTI de Sequoia, on a, on va dire, 4 spécialités d'analyse de la cybermenace. 3 spécialités sont techniques, donc on a le tracking d'infrastructure, les règles de détection et le reverse de malware, de tout ce qui est code, etc. Mais on a aussi une spécialisation dite stratégique. L'idée, c'est d'essayer de comprendre, puisque on se spécialise sur les attaques et la menace d'ordre étatique et les opérations qui sont conduites par des États, le plus souvent sur d'autres États ou sur d'autres entités, ont des buts, des opérations, des buts stratégiques derrière qui convient d'essayer de comprendre également pour pouvoir comprendre la menace dans son aspect plus global. Et là, pour revenir en l'occurrence sur ce domaine-là, par exemple, le document qui a été détecté à ce moment-là par les règles IARA qui avaient été écrites par Amaury en l'occurrence, faisait référence directement à un document qui avait l'air d'être issu du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan. Et peut-être que je vais laisser la parole à Amaury pour expliquer un petit peu comment déjà on a pu retrouver ce document. Oui, tout à fait. Alors, pour compléter effectivement un peu le volet, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces différentes règles de détection? Effectivement, nous, aujourd'hui, on capitalise et on modélise beaucoup d'articles en source ouverte. Et ce qu'on essaie de faire la plupart du temps, c'est de venir un peu challenger. On remet en question, en fait, ce qui est écrit dans l'article. Et l'idée, c'est de voir si, est-ce que la manière dont c'est présenté, c'est correct? Est-ce qu'on a tout vu? Enfin, est-ce que la personne a tout vu ou non?
Et à partir des éléments qui sont partagés, donc généralement plutôt des indicateurs de compromission, nous on essaie de venir refaire notre propre investigation. Alors il y a des cas où ça se passe très bien et c'est très sympa parce que le serveur de command and control, le C2 est encore actif et dans ce cas-là on peut prendre le malware, on le met dans un environnement dédié, sécurisé, plutôt une sandbox, et voilà, on peut regarder toutes les interactions réseau, etc. À ce moment-là, quand on a pas mal d'éléments, on essaie de regarder un petit peu qu'est-ce qui fait que ce malware-là il est spécifique. Alors ça s'applique aussi bien aux fichiers qu'au serveur. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une sorte de dénominateur commun entre tous ces éléments-là, qui font que ce malware qui a ce nom-là est assez unique, ou que ces domaines, ces serveurs qui permettent de communiquer avec ce malware-là sont uniques. Donc en l'occurrence, il y a premièrement des règles. Nous, c'est via notre projet de C2 Tracker. Là, c'est vraiment pour suivre de l'infrastructure. Voilà, l'idée, c'est de voir le serveur, est-ce il a un certain port ouvert, est-ce que quand je lui envoie A, il me répond B, etc. Et en se basant sur des moteurs d'indexation en source ouverte comme Censys, Shodan, VirusTotal, Polyswarm, enfin voilà, pas mal de solutions existent. L'idée, c'est de venir créer ce qui s'appelle une heuristique, une sorte de requête qui va nous permettre de lister de manière exhaustive et sans faux positif tous ces serveurs qui sont utilisés. C'est un petit peu comme si je vous disais, je croise quelqu'un dans la rue, cette personne-là, elle a pas de bras, mais elle a une écharpe rouge et des lunettes. Est-ce que sur Terre, j'arriverai à trouver toutes les personnes qui ont pas de bras, une écharpe rouge et des lunettes? C'est vraiment ce principe-là, mais pas appliqué à des humains, mais plutôt à des serveurs. C'est très intéressant. Je rebondis sur le fait que vous poke the bear, c'est-à-dire que vous allez toucher au serveur C2 pour aller un peu gratouiller ce qui se passe dessus puis comment il réagit. Tout à fait. On a toutes les capacités pour justement nous venir mener nos propres investigations à notre manière. Enfin, chacun un peu avec ses différents outils, son approche, etc. Et quand on voit des indicateurs de compromission, on va dessus, on regarde comment ça se passe, etc. Donc on arrive bien à avoir certains accès. Et du coup, en second projet, on fait pas mal de règles Yara. Donc là, c'est plutôt appliqué sur des fichiers. Donc dans l'idée, Yara, s'il y a peut-être des personnes qui connaissent pas, l'idée c'est de venir créer des règles sur de la donnée, de la métadonnée sur un fichier. Donc ça peut être des chaînes de caractères, certains mots, certains types de fichiers, des dates, des heures, etc. En l'occurrence, il y a pas mal de produits en ligne dans lesquels, parfois gratuitement, vous pouvez venir vous téléverser un fichier et pour voir s'il est malveillant ou non. Donc nous, on met en place certaines règles Yara qui correspondent du coup à parfois un pattern très spécifique. Et quand on va avoir des utilisateurs qui vont venir uploader ces fichiers sur ces logiciels, on a des automatisations pour que ça vienne nous alerter en temps réel. Ce qu'on essaie de faire quand on crée des règles Yara comme ça, c'est que il va y avoir d'une part des règles Yara très spécifiques qui vont vraiment venir correspondre directement et exactement à ce que fait le malware, donc un peu une sorte de photo à l'instant T. Par contre, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'avoir des règles un peu plus flexibles, où on se permet d'avoir peut-être quelques erreurs, mais ça peut aussi nous permettre de découvrir une nouvelle campagne avec une sorte de mise à jour ou d'évolution du malware, pour justement voir quelle sera la prochaine campagne d'attaque. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, en l'occurrence, sur la règle Yara, c'est exactement ce qui est arrivé sur cette campagne Double Tap de UAC 063 qu'on lit un petit peu à APT28. Tout part d'un article du Certua qui a été publié, de mémoire, c'était fin juillet cette année, 2024, pardon. Et dans lequel, on trouve pas mal d'éléments. Alors, les articles du Certua, c'est souvent assez brut, ça peut être pas forcément très détaillé. Par contre, ils ont quand même des éléments très pertinents et très intéressants, parce qu'ils sont eux-mêmes confrontés, on voit beaucoup à beaucoup d'incidents de cybersécurité. Et donc ça, c'est partage des fichiers, des indicateurs de compromission qu'on généralement on trouve nulle part en source ouverte.
Peut-être juste pour rappeler, pour contextualiser, le CERT-UA, donc c'est l'autorité ukrainienne qui est en charge de faire de la réponse à incidents et de pouvoir faire des investigations cyber sur les cyberattaques qu'elles subissent à l'instant T. Donc forcément, eux, depuis 2022 et même bien avant, ils sont très très au fait, ils sont particulièrement ciblés notamment par la menace russe, entre autres. Et donc, regarder leurs publications régulièrement, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant quand on veut suivre certains types de menaces étatiques, y compris par exemple la Russie. En l'occurrence, la Russie doit être très active dans cette zone-là, fait qu'ils ils doivent publier beaucoup de choses qui sont relatives à cet acteur-là, qui sont très actifs. Donc, vous êtes parti de cet article-là publié par cette UA en juillet 2024. Vous avez analysé, puis là, vous allez construire par-dessus, donc aller plus loin des informations qui avaient été rendues disponibles. C'est bien ça? Tout à fait. Et effectivement, la suite, c'est que 2 mois après, mi-octobre, on a une de nos règles Yara qui était un peu souple, où on savait pas trop si ça allait donner quelque chose, mais elle avait le mérite d'exister. On reçoit une alerte comme quoi il y a une macro d'un document Word qui correspond à cette campagne-là qui avait été décrite par le CERT-UA. Et de cette règle-là qu'a levé, puis là, ça, c'est parce que je connais un peu moins bien votre infrastructure. Sur quel élément de votre infrastructure vous avez reçu cette information-là? De quelle façon vous recevez justement ces signaux-là? Alors, on a pas mal d'automatisation via notre chat interne, ou sinon directement, parfois vous avez la possibilité dans certains produits d'avoir un mail de notification, en fait, quand ça correspond. OK, et la sonde qui a détecté cet élément-là est chez vos clients, dans des honeypots ou dans des infrastructures particulières? Alors non, là en l'occurrence, on est vraiment plutôt sur quelqu'un, on ne sait pas qui, on n'a jamais trop la source, qui a téléversé ce fichier-là, ce fichier-là match nos règles. Donc vraiment, généralement, on n'a pas aucun contexte sur qui a uploadé ce fichier, pourquoi, quand, comment. Enfin, on a la date à laquelle il a uploadé, mais sinon, on n'a pas plus d'infos. Ça peut être parfois des automatisations d'entreprises directes. C'était sur la base de données VirusTotal. Donc, c'est ça, vous êtes un peu à l'aveugle, vous partez de vos règles et ensuite vous dérivez le fait que ça vient potentiellement de cette chose-là. Donc, vous continuez votre enquête dessus. C'est ça. Nos règles, en fait, s'appliquent à la fois en détection en interne à d'autres produits, mais on les met également en détection sur des services tiers comme VirusTotal. C'est pas le seul. Et quand quelqu'un dans le monde téléverse un fichier qui va matcher la règle Yara, on va avoir une notification en disant voilà, telle règle a matché sur tel fichier. Donc là, on peut récupérer ce fichier en question et commencer à creuser, faire l'investigation. C'est ce qu'a fait Amaury, en l'occurrence sur ce document. Très intéressant de voir que vous avez ces sources-là d'informations qui permettent ça. Et justement, cette enquête-là, le fait que ça a soulevé une de vos règles souples, qu'est-ce que ça l'a donné comme information complémentaire? Alors, en l'occurrence, là, on était sur ça a matché directement un fichier macro, donc plutôt un document Word. Le programme qui va être contenu dans un document Word. Et du coup, généralement, quand on a ce genre d'infos, en fait, on essaie de venir nous regarder un petit peu, c'est quoi ce fichier, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et pareil, on le fait détonner dans un environnement virtuel pour voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie, etc. Alors après, je sais pas si vous voulez, on peut peut-être parler un peu de la chaîne d'infection. Je sais pas si Maxime, tu voulais qu'on aborde ça maintenant. Ouais, bien sûr. En fait, l'idée là, c'est de montrer, c'est que, en fait, à partir de ce premier document, Amaury, il va vous détailler après, il a pu en retrouver d'autres documents de phishing qui à la fois ont du code malveillant, donc il s'agit d'analyser, de comprendre la chaîne d'infection globale, mais il y avait aussi l'aspect un peu stratégique, se dire tiens, à partir des 10 documents qu'on a, est-ce qu'ils sont lisibles et est-ce qu'on peut essayer d'en tirer des hypothèses à partir de la langue des documents, à partir de la nature des documents, pour essayer de voir qui a pu être ciblé sur cette campagne qui a priori pourrait être une campagne de phishing par exemple. C'est ça qui est intéressant là sur le double aspect de la CTI, c'est-à-dire que quand Amaury a trouvé ce document, il m'a écrit, il m'a dit tiens voilà, j'ai ce premier document là, j'en ai trouvé des similaires, est-ce que ça tente qu'on parte sur une investigation?
Je lui ai dit, clairement, c'est parti, envoie-moi les documents. Moi, je regarde l'aspect stratégique, géopo, pour essayer de voir si on peut en trouver quelque chose de logique. Toi, regarde la chaîne d'infection. Et après, au fur et à mesure, en se disant, tiens, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ciblé Asie centrale. Tiens, moi, ça me fait penser à tel mode opératoire qui également s'affaire en Asie centrale. Et à partir de là, on commence à construire un petit peu, remonter un petit peu la chaîne global, à la fois technique mais à la fois l'objectif derrière l'attaque, quoi. Peut-être Amaury peut revenir un petit peu sur le comment on a pu trouver une dizaine de documents différents. Et c'est, pour rappel, ces documents-là, ils ne faisaient pas partie de l'article de base sur l'article du Certua. Par exemple, c'est des documents en plus qu'on a sortis. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que quand on retrouve des documents qui ont déjà été exposés dans des articles, en fait, voilà, on confirme ce que d'autres confrères ont écrit. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on trouve des choses qui ne sont pas encore publiées, et c'est là où on en tire un avantage, et c'est là où on peut essayer de valoriser une production, etc. Et d'ensuite, potentiellement, à terme, publier la recherche pour ensuite continuer à construire dessus, quoi. Donc là, en l'occurrence, ce premier document, ça avait l'air d'être une sorte de document de travail, un document Word qui s'affichait mal et qui avait l'air d'être une sorte de brouillon d'une déclaration conjointe diplomatique. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant. Et à partir de là, en fait, Amaury a réussi à retrouver une dizaine de documents. Est-ce que tu veux peut-être expliquer, Amaury ? Oui, alors là, après, il n'y a pas vraiment de recette toute définie. Donc là, on est plus dans le domaine du hunting, ou le fait de pivoter, le fait de chercher pas mal de choses. Il n'y a pas forcément de règles de détection Yara ou de tracker, comme on parlait tout à l'heure. Ça va être plus des recherches directement sur, là, en l'occurrence, Virus Total ou d'autres éditeurs, Polyswarm. L'idée, c'est d'essayer de trouver, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, un élément commun, et d'essayer de voir c'est quoi tous les documents, pas du monde entier, mais sur plusieurs millions de documents quand même, qui auraient exactement cet élément-là, comme moi je le veux. Et en fait, au fur et à mesure où on a ce premier document, il y a toute une sorte de cycle de renseignement que nous on effectue. On va creuser ce premier document, on essaie de dérouler la pelote au maximum, on essaie de voir qu'est-ce qu'on trouve. Et on note un petit peu à chaque étape ce qui est intéressant, ce qui fait que c'est unique. Et ensuite, on va aller enrichir, essayer de trouver d'autres documents qui font chacune de ces autres étapes-là. Donc ça peut être très long comme ça peut être très court. Des fois, il n'y a rien et il n'y a rien. Et là, en l'occurrence, c'était intéressant parce qu'on a réussi à retrouver, c'est ça en tout, 18 documents de mémoire, sachant qu'il y en avait déjà 8 qui avaient en l'occurrence déjà été partagés et publiés en source ouverte par d'autres éditeurs. Mais on en avait une dizaine de plus récents et d'actuels. Donc là, à partir de ce moment-là, on s'est dit, ok, ça peut être intéressant. Et effectivement, on travaille assez, même si ça peut être un travail en autonomie, dès que je trouve des éléments, je les partage à Maxime, et vice-versa. Ça peut nous aider en fait à un peu orienter au mieux nos recherches. Mais c'est 10 ou 18 documents que tu as trouvé du supplémentaire par rapport à l'élément initial. C'est basé justement sur les règles Yara que tu as découlé justement du premier coup, puis ce qui a permis de faire un lien entre tous ces documents-là dans cette campagne-là. C'est bien ça? C'est ça. En partie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certains documents qui avaient des versions très légèrement modifiées de la chaîne d'infection, ce qui faisait que tous ne matchaient pas la règle Yara qui a permis de matcher le premier document que j'avais fait là sur le rapport du Certua fin juillet. Par contre, le fait de venir dérouler un premier document, ça donne beaucoup plus d'idées et d'informations et de fichiers et d'indicateurs en fait, pour nous permettre de faire des recherches. Donc c'est assez complémentaire en fait, c'est grâce à ces deux éléments-là finalement. Et du premier document, puis là, vous me corrigez si je me trompe, il y avait comme un élément de désactivation de sécurité qui était inclus à l'intérieur dessus pour amener l'utilisateur à finalement à se tirer dans le pied essentiellement, ou en tout cas enlever les garde-fous minimaux qu'on a maintenant, qui sont vraiment minimaux, mais en tout cas bref, qui sont là pour l'amener comme ça et faciliter la suite de l'opération, c'est ça? Oui. Tout à fait.
Ouais, ouais, c'est exactement ça. En fait, faut imaginer que ce sont des documents de phishing, c'est-à-dire qu'on va identifier une cible dont on sait cette cible va avoir un intérêt particulier sur tel type de sujet. On va utiliser un document, en l'occurrence, qui va mentionner ce sujet-là. On va soit usurper une personne qui de confiance pour la victime, soit forcément pas forcément le cas. Et ensuite, on va envoyer ce document en disant bah voilà, tel sujet vous intéresse, ouvrez le document. Et là, le document, quand il s'ouvre, en fait, il a l'air visiblement altéré. C'est-à-dire que soit il est un peu, soit il est flou, soit il apparaît derrière une page un peu grisée. Enfin, tout. On a déjà vu des formats qui s'ouvraient mal, par exemple, à partir de Word ou à partir de LibreOffice ou n'importe quel autre fichier. Et bah des fois, c'est des macros activés, des choses comme ça. Et donc là, justement, ils jouent là-dessus. Ils incitent à activer des macros pour en fait lire correctement le document, mais en fait non, ces macros-là sont évidemment vérolés et c'est ça qui crée l'entrée, le vecteur initial recherché par les attaquants. Et pour compléter un peu sur cette partie, effectivement, là, le document de base est flouté, déformé, c'est illisible, enfin vraiment. Et il y a du coup là, un bandeau qu'on voit souvent sur les documents Word, Enable Macro. En l'occurrence, quand on clique sur ce document, une des premières choses qui est faite, c'est justement de venir rendre visible ce document. Donc il y a vraiment un effet recherché de psychologie pour dire bah voilà, ce document il a l'air très bizarre, bon je clique, ah bah c'est bon, ça va beaucoup mieux, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas je peux lire le document. Donc ça fait juste confirmer à l'utilisateur qui a fait un bon choix, même si c'est pas un bon choix dans les faits pour celui-ci. Cette première étape-là, justement, désactive la vérification des macros. Il y a donc un deuxième geste qui doit être posé par l'attaquant pour aller plus loin, ou c'est à même le fait d'activation des macros que le restant se met en place tout seul? Alors là, effectivement, pour moi, si la macro n'est pas activée, s'il n'y a pas d'action de l'utilisateur sur ce document, il ne se passe rien. Par contre, dans la mesure où là, ce qu'on a pu constater, enfin Maxime surtout avec ses recherches, c'est que ça semblait quand même plutôt cibler des entités du gouvernement ou diplomatiques, et on n'est pas à l'abri que ce soit des mails qui soient reçus sur des systèmes qui sont pas forcément très récents, et que cette politique d'avoir un bandeau Enable Macro voilà, ça requiert une action manuelle. Peut-être, enfin dans certains environnements, ça peut être parfois exécuté automatiquement. En tout cas, factuellement, quand on le lance dans une version de Windows, dans les dernières versions, voilà, on a bien ce bandeau qui apparaît. Okay. Puis ensuite, qu'est-ce qui a amené l'étape suivante une fois que tout ça est désactivé? Qu'est-ce qui s'est passé ou en tout cas qui est potentiellement passé sur la machine de la personne qui a été visée? Alors effectivement, là en l'occurrence, même si le fait de venir appuyer sur le bouton Enable Macro, ça peut sembler très simple, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont effectuées après et qui sont techniquement assez intéressantes. Alors ça revient justement joindre un petit peu pourquoi est-ce qu'on a appelé cette campagne Double Tap, parce que une fois que vous avez activé la macro de ce document-là, il y a vraiment cette action de venir créer un deuxième document Word qui va être placé dans un autre endroit, un endroit temporaire sur le système d'exploitation, qui va venir lui contenir des macros malveillantes, seconde fois. Donc on a vraiment ce document qui en lance un autre, donc c'est pour ça qu'on a pensé à ce nom Double Tap, et clin d'œil à notre chef d'équipe, Félix Aimé, qui est sorti avec ce nom-là et qu'on a beaucoup aimé tout de suite d'ailleurs. Donc le premier, une fois que les choses ont été activées, va créer un deuxième. Et comment cette création-là peut se faire? Est-ce que c'est la macro elle-même qui crée le fichier ou elle va chercher des informations extérieures pour déposer sur le poste? Alors c'est un peu les deux. En fait, une fois que la macro est exécutée, globalement, il va y avoir pas mal de dégradation de la sécurité du système. Hein. On voit que cette macro elle va venir justement autoriser le fait de venir lancer et exécuter des macros sans autorisation de l'utilisateur. Donc une fois que ça a été fait, si vous relancez le document, vous n'aurez plus le bandeau la deuxième fois, et ça va surtout permettre au deuxième document de venir s'exécuter tout seul. Et donc une fois que ce deuxième document-là est fait, il y a encore pas mal d'étapes techniques. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mélange un peu de système et de réseau pour aller venir construire une troisième macro qui va encore effectuer des actions malveillantes.
C'est assez intéressant parce que tout ça, évidemment, c'est offusqué ou encodé avec pas mal de choses. Et il y a vraiment sur cette troisième macro, un moment où le code il va venir requêter un serveur externe, un autre C2, pour venir et construire son code, mais et transmettre des données qui sont sur le poste de l'utilisateur qui est en train de se faire compromettre finalement, avec son nom d'utilisateur, le nom de son PC, etc. Toute cette chaîne-là, c'est la chaîne d'exécution de AdVibe, qui est un peu la première partie de la chaîne, sachant que au final, cette chaîne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de déployer une backdoor en Python, qui globalement fait de l'exfiltration de données au travers de fichiers plutôt des documents, des médias, des images, des diaporamas, etc. L'usage de cette séparation-là, dans le fond, 3 fichiers, j'imagine que c'est fait expressément pour essayer de passer en dessous du radar des outils de détection, justement, en fragmentant l'attaque en plusieurs étapes. Tout à fait. Et dans ce cas, une fois que le code Python est rendu sur la machine infectée, est-ce que vous avez encore la capacité de voir ce qui s'est passé ou qu'est-ce que l'étape suivante qui a mené ou plus loin que ça, ou c'est plus obscur? Alors, en l'occurrence, il y a eu d'autres éditeurs qui ont pu publier sur cette seconde partie, sur ce malware, cette backdoor en Python qui s'appelle Cherry Spy, qui est la suite de AdVibe. Malheureusement, nous, au moment où on avait récupéré tous les documents avec Maxime et qu'on a regardé un petit peu, essayer de dérouler au maximum avec le document qu'on avait, on se rendait compte que les serveurs qui permettaient de construire le code, ils fonctionnaient, mais ils étaient bloqués à une certaine étape. Alors, on ne sait pas si c'est parce que c'était notre infrastructure, notre setup dédié qui bloquait ça. Je pense pas, parce que vraiment, on a tenté pas mal de choses. Par contre, on n'est pas à l'abri que, la campagne, elle existait, que maintenant les serveurs sont toujours là, mais que ce soit bloqué à l'étape de on ne déploiera pas, on ne déploie plus le second stage qui est Cherry Spy, parce qu'on n'a jamais réussi, on avait toujours une réponse vide. Là, on était censé avoir une suite du code. Ouais, il faut bien comprendre qu'en CTI, on essaye on arrive à voir que des fragments de la chaîne globale, de l'opération d'espionnage, qui des fois en fait est déjà passé, c'est-à-dire que c'est des serveurs qui sont laissés un peu entre guillemets à l'abandon, mais qui sont plus forcément actifs à l'instant T. Parfois c'est le cas, ils sont toujours actifs et on arrive à voir aussi des éléments, mais on n'a pas toujours la chaîne complète. Souvent, par exemple, on nous pose la question, est-ce que la victime finale a bien été compromise ou pas? Des fois, c'est impossible pour nous de savoir à partir juste des éléments d'infrastructure qu'on a. Nous, on peut voir vraiment l'infrastructure qui est déployée pour communiquer entre l'attaquant et sa victime potentielle. Des fois, à partir des domaines qu'on va trouver, à partir des domaines typo squattés, on peut dire tiens, il a probablement également ciblé tel secteur économique ou telle entité, mais on peut même pas savoir si cette tentative a porté ses fruits. Est-ce que cette tentative a bien été menée, ou est-ce qu'ils ont juste posé des domaines en prévision d'eux, puis finalement ils n'ont pas conduit l'attaque. C'est pour ça qu'on a une forme de flou, et que parfois on est obligé de s'appuyer sur d'autres éléments, comme là le contenu des documents, etc., pour essayer de construire un petit peu l'hypothèse globale de l'attaque. Juste pour compléter sur cette partie, effectivement, des fois ça dépend même pas forcément de nous, parce que là ce qu'on voit dans cette chaîne, c'est qu'il y a deux parties séparées. Étant donné alors je l'ai pas forcément expliqué, mais techniquement il y a une persistance qui s'installe au niveau du système la première fois que vous avez exécuté la macro, qui fait que toute cette chaîne-là va se relancer toutes les 4 minutes. Le fait qu'on ait cet élément-là, plus le fait qu'il y ait des données sur le nom d'utilisateur, le nom du PC, etc., qui soient transmises à un serveur de command and control, on peut quand même poser l'hypothèse que il y a le groupe d'attaquants en face qui regarde un petit peu quels sont les PC compromis. Et est-ce que moi, ça m'intéresse d'aller venir déployer une backdoor pour exfiltrer des données sur ce PC-là? Ils peuvent potentiellement parfois cibler des personnes en particulier et pas justement avoir toute cette chaîne qui serait 100% automatisée. Donc en l'occurrence, c'est vrai que nous, dans notre analyse, ça peut être des choses qui sont prévues pour bloquer un petit peu les analystes CTI qui seraient amenés à détonner ce genre de documents.
Et la question que j'ai par rapport à ça, puis là, c'est parce qu'on embarque dans un contexte de vrais attaquants sophistiqués, contrairement aux campagnes plus classiques où ils vont exécuter tout le temps et ils s'en foutent un peu de qui ils touchent. Est-ce que c'est régulier, justement, qu'il y ait cette forme de surveillance ou de cette limitation-là dans les recherches que vous faites? Là, je dépasse un peu le cas spécifique qu'on est là, qui justement va arriver à regarder davantage ce qu'ils reçoivent et d'agir que sur la vraie cible et pas juste sur les collatéraux qui peuvent avoir autour, notamment les chercheurs, mais justement, quand ils lancent ça, ils doivent avoir touché plus qu'une personne en général. Alors j'ai envie de répondre oui, ça se fait. De là à savoir est-ce que ça se fait beaucoup ou pas, je pense qu'effectivement c'est beaucoup plus sur les menaces soutenues par les États étatiques. On en a déjà vu plusieurs fois. Maintenant, est-ce que c'est constamment le cas? Je ne pense pas. Et la seconde phase, l'autre question, c'est là, vous avez nommé 2 malwares qui sont utilisés dans ce contexte-ci. Est-ce que c'est de la réutilisation ou c'est des nouveaux? Et si c'est de la réutilisation, est-ce que c'est courant de voir de la réutilisation de certains malwares comme ça pour accélérer le travail d'infiltration? Ça, oui, alors pour répondre au sens plus large, on peut dire qu'avant, par exemple, les modes opératoires liés à des États développaient vraiment en interne leurs propres outils. Ça prenait du temps, ça leur prenait du temps et de l'énergie, etc. Aujourd'hui, on voit certains modes opératoires étatiques utiliser à la fois leurs propres outils, on va dire sophistiqués, et de temps en temps des outils sur étagère qu'ils ont pu acheter, réutiliser, soit à partir de forums cybercriminels, on va dire, communs, qu'ils achètent directement, qui vont légèrement modifier et dans une logique de rentabiliser et d'accélérer un petit peu le processus. Ça se voit de plus en plus, au sens large, on va dire. Et de ces outils-là, tu mentionnes de modification, est-ce qu'ils modifient la complexité ou ils modifient pour l'aspect de détectabilité? Je dirais les deux. Hein. Enfin, pour moi, c'est effectivement aussi bien utilisé pour justement essayer de ne pas se faire détecter et le fait que ça permet de gagner du temps sur des campagnes d'attaque. Vraiment dans ce côté-là. Moi, j'ai fait un bon tour de mes questions par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas abordées que vous aimeriez partager? Ouais, alors ouais, en l'occurrence, du coup, juste pour finir sur cette partie de chaîne d'infection, effectivement, là, moi, je tombe avec tous ces documents à ce moment-là et je me dis, bon, bah, ok, je vois comment ça marche, techniquement, on comprend, on en a trouvé d'autres, c'est bien, mais bon, on fait du renseignement, donc l'idée, c'est de savoir c'est utilisé par qui, quand, comment et où. Et donc, c'est là un peu où je passe le dossier en main à Maxime à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc là, on revient un petit peu sur les 10 documents, en gros, qu'il a pu me sortir. Donc moi, je me penche un peu dessus. Donc évidemment, au tout début, je vois, c'est des trucs tout en cyrillique, etc. Donc j'essaie de regarder. J'utilise clairement des LLM pour m'aider aussi à traduire. Et donc, il s'avère qu'en fait, la plupart des documents, tous les documents pratiquement, sont en kazakh, donc qui est aussi une forme de cyrillique. Et donc, j'essaie de m'intéresser à la nature des documents. Qu'est-ce que c'est ces documents? On avait vu que le premier, c'était juste un document, un brouillon d'un document Word qui était quand même une déclaration diplomatique conjointe. Et en fait, je regarde, on a 2 autres documents, par exemple, ce sont des câbles diplomatiques d'ambassade du Kazakhstan, de l'ambassade du Kazakhstan en Belgique et de l'ambassade du Kazakhstan en Afghanistan, qui écrivent des mails sur des sujets un peu classiques de diplomatie et qui rendent compte à l'autorité centrale, à Astana, sur divers sujets. On a ces documents, globalement, ils sont datés de 2021 à 2024, ce qui match à la fois la date qui est présente dans le document et les métadonnées du document lui-même. Donc, je continue un petit peu de regarder. On a aussi d'autres documents de travail comme des comptes rendus de la visite du président Tokayev, par exemple, à New York, ou le compte rendu d'une de ses rencontres lors d'un déplacement d'État en Mongolie, par exemple. C'était en octobre 2024. La dernière chose, c'est le document en question, la déclaration diplomatique. Quand on regarde un petit peu ce que c'est, j'essaie de rechercher à partir des
du texte dedans. Et en fait, je vois ce qui nous a permis de lever le doute sur le caractère forgé ou pas de ce document. Est-ce que ce document est complètement un faux? Est-ce qu'il s'inspire de quelque chose de vrai? En fait, là, j'ai pu retrouver ce projet de déclaration publique sur le site du ministère allemand des Affaires étrangères. Et par exemple, le contexte, c'était en septembre 2024, c'était l'ancien chancelier allemand Olaf Scholz qui effectuait une visite en Asie centrale et il s'est rendu au Kazakhstan et en Ouzbékistan. En fait, l'objectif de sa visite, c'était vraiment de diversifier les sources d'énergie, de minéraux de l'Allemagne, de créer des possibilités d'échanges économiques, notamment avec le Kazakhstan et globalement l'Asie centrale. Et donc, on a commencé à avoir une sorte de pattern du ciblage où tous les documents étaient un peu rapport déjà avec le Kazakhstan et des échanges économiques ou diplomatiques du Kazakhstan avec d'autres États, des États soit occidentaux, européens, soit des États d'Asie centrale. Et comme on sait que c'est le mode opératoire qui a conduit cette opération 0063, UAC 0063, dans l'article du cercle UA, il disait que c'était lié également à APT-28. Et APT-28, on sait que c'est le renseignement militaire russe. On s'est dit, tiens, est-ce que ça peut être intéressant d'étudier l'hypothèse d'une campagne d'espionnage de la Russie sur cette espèce d'allié. Le Kazakhstan est censé être un allié de la Russie, mais un allié qui n'est plus tout à fait aligné et qui pourrait conduire une forme de renseignement. Et donc, on a essayé de rechercher un peu plus. Et on s'est rappelé, par exemple, qu'il y avait un mode opératoire qui s'appelait Zebrosi et qui, entre 2015 et 2020, avait conduit pas mal d'opérations de cyberespionnage spécifiquement dans la région d'Asie centrale. Et donc là, on s'est intéressé, on a ressorti un peu les documents, les articles, par exemple, c'était de Kaspersky qui avait particulièrement étudié Zebrosi. Et là, en fait, on se rend compte que on retrouve des points communs. On retrouve un peu cette technique du double tap, on retrouve d'autres indices techniques qui nous permettent un peu de raccrocher cette investigation. C'est intéressant d'avoir le volet géopolitique qui est rattaché. Puis tu parlais de 2021-2024 parce que c'est des campagnes qui sont quand même très, très longues dans le temps, ou en tout cas, du moins, les infrastructures soutenant ces campagnes-là sont très longues. Alors, en fait, les documents, ils sont datés de 2021-2024. Et en fait, c'est les documents qui ont été utilisés dans la campagne actuelle, celle qu'on a identifiée comme étant active l'été dernier. Et donc, on pense que ces documents-là, qui sont a priori des documents légitimes, mais qui ont été récupérés en avance. Alors, est-ce qu'ils ont été récupérés d'une autre opération cyber à partir du même mode opératoire ou d'une autre opération, voire même d'une opération physique, Je sais pas, par exemple, on a récupéré un laptop d'un diplomate dans un avion et puis on a sorti les documents. Et en fait, ces documents-là, ils étaient pas spécialement intéressants, mais c'est ces documents-là qu'on va utiliser comme un appât pour la nouvelle campagne. Donc, ça ne donne pas forcément le timing de la campagne actuelle. Par contre, oui, ça nous donne une idée globale de l'intérêt du renseignement russe, en l'occurrence là, qui aurait conduit cette attaque-là sur le Kazakhstan. Et ça pour nous, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en plus, politiquement, Vladimir Poutine présente toujours le Kazakhstan comme son allié, mais en fait, en sous-main, nous on démontre qu'ils conduisent également de l'espionnage a priori sur ce pays. Donc c'est ce qui nous permet un peu de raccrocher et de s'intéresser au contexte pour comprendre la cyberattaque dans son intégralité, objectif et technique. C'est très intéressant de le rattacher de cette façon-là. Puis les champs, la durée de ces attaques-là ou de ces campagnes-là sont quand même passablement longues. Si on fait juste présumer que celle de 2021 à 2024, elle est là. Donc, les appâts qui ont été utilisés étaient encore suffisamment légitimes pour être utilisés. C'est fou. La durée dans le temps n'est pas habituelle à ça dans le monde plus commercial, de voir des durées comme ça qui sont... à 3 ans, c'est phénoménal là, pour une durée, pour une campagne commerciale. C'est assez commun entre guillemets de ces opérations qui peuvent être très longues. On cherche à être très discret, de pas se faire détecter, là où des opérations des fois peuvent être plus bruyantes et on va pas mettre la priorité sur la discrétion. On peut avoir ce type d'attaque, on peut avoir des attaques qui vont se prépositionner par exemple sur des infrastructures essentielles pendant des années pour juste se laisser la possibilité un jour de conduire du sabotage si par exemple le pouvoir politique donne
en donne l'ordre. Donc oui, c'est pas rare d'avoir des opérations étatiques d'espionnage ou de prépositionnement qui peuvent s'étaler sur des mois, voire des années. Et tout à fait. En plus, là, on le voit dans cette chaîne d'infection avec AdVibe, qui est quand même techniquement, il y a beaucoup de fonctionnalités pour arriver à finir, au final, déployer une backdoor. Et d'ailleurs, dans cette campagne qui dure depuis quand même quelques années, de ce qu'on a pu voir en source ouverte, il y avait quand même plusieurs dizaines de pays qui étaient touchés par cette campagne-là. Donc effectivement, on peut avoir ces campagnes qui durent un certain temps. D'une part, le fait que s'ils ont mis beaucoup de temps à développer la chaîne d'infection, ce sera quand même amené à être réutilisé. Et ensuite, ça leur permet d'avoir une victimologie peut-être assez large, et en même temps d'essayer d'avoir un filtre sur les personnes qui sont compromises par cette chaîne d'infection-là, comme on l'a vu tout à l'heure, pour essayer de cibler les bonnes personnes directement. Et de ces travaux-là que vous avez faits, vous avez mis beaucoup d'éléments de détection. Vous avez partagé d'ailleurs beaucoup d'éléments de détection qui ont suivi ces éléments-là. Le fait d'ouvrir ces éléments de détection-là, est-ce que ça vient exposer des parties d'infection ou d'opérations que vous n'auriez pas vues autrement? Oui, partagé dans la communauté en général aussi. Tout à fait. En fait, c'est un peu le problème global du renseignement, c'est est-ce qu'on on observe ou est-ce qu'on entrave. Donc parfois, le fait de pouvoir exposer une grosse partie de l'infrastructure, ça met à mal chez les attaquants l'utilisation de cette infrastructure qui est développée. Donc ils vont la changer, ça peut leur faire perdre du temps, ça peut leur faire perdre de l'argent, des moyens, des choses comme ça. Mais par contre, après derrière, on n'est pas forcément certain de pouvoir voir à nouveau de pouvoir détecter à nouveau. Et donc nous, quand on publie ce genre d'investigation, par exemple, donc là on l'a publié sur le blog de Sequoia. À la base, on en a fait un papier pour nos clients, et puis quelques semaines à quelques mois après, on décide de le publier de façon ouverte, source ouverte, sur notre blog, avec vraiment l'intégralité de notre investigation, autant sur la partie technique que sur nos trouvailles et nos hypothèses stratégique en fait sur le but de l'opération. Et effectivement, tout à la fin, vous trouverez également à la fois tous les indicateurs de compromission, mais également les règles de détection dont on pense qu'elles sont utiles pour pouvoir détecter ce type d'attaque, et les règles YARA qui nous ont servi à détecter tel ou tel fichier. Donc vous les retrouvez tout à l'extérieur. Et l'idée vraiment, c'est un peu comme de la recherche académique, plus on partage, et plus on sera protégé globalement des menaces. C'est-à-dire que tous les chercheurs qui vont travailler, que ce soit des gens qui travaillent dans le public, dans le privé ou un indépendant, ont cet intérêt à faire monter la cybersécurité globale. Et en fait, en exposant nos trouvailles, peut-être qu'un autre chercheur va pouvoir partir d'une brique qu'on n'a pas forcément creusée et pouvoir creuser elle-même. La preuve, notre propre investigation part d'un point de départ, d'une publication du CERTUA, qui eux n'avaient peut-être pas forcément le temps de descendre autant dans le détail que nous. Et nous, du coup, en pouvant faire ça, on contribue un peu à cette logique. C'est très intéressant. De toute façon, je suis ultra favorable à ce partage-là, parce que c'est comme un peu l'immunité collective. Plus les gens partagent, plus on va être capable d'arriver à un état de plus grande sécurité, là, ce qui, en tout cas, l'aurait pas très élevé à mon avis. Genre, deuxième fois, fait un grand tour. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas abordés que vous aimeriez discuter? Oui. Et juste pour compléter également là-dessus, le fait de publier aussi en ouverture, nous, ça nous permet aussi à notre entreprise de pouvoir gagner en visibilité, en crédibilité sur nos recherches, et donc ça nous aide aussi commercialement. Donc c'est un peu un gagnant-gagnant de l'autre côté, et nous, en tant que chercheurs, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler sur des sujets qui nous intéressent, de pouvoir les transmettre tout en travaillant pour notre entreprise, qui nous donne le cadre de faire ces investigations. Et donc une fois, comme je disais, ce qui est intéressant dans ce genre de papier, c'est également aussi la contextualisation. C'est que on va être repris, par exemple, par des articles des articles spécialisés. Et donc nous, par exemple, sur ce papier-là, on a vu qu'en final, on a été repris plus d'une vingtaine de fois, si je me souviens bien, Amaury, à la fois par des articles sur des journalistes spécialisés, on va dire un peu cyber ou tech, comme The Hacker News ou Bleeping Computer, Numérama, des choses comme ça, qui sont assez lues en France, par exemple. Mais il y a quelque chose qui nous a bien
on va dire amusé, c'est que quelques jours à publier, on a remarqué qu'un portail d'information et d'analyse indépendant qui est basé au Kazakhstan, qui s'appelle Orda, il me semble, avait partagé un article dans lequel on apprend que le ministère du Développement numérique kazakh effectuera une inspection imprévue du ministère des Affaires étrangères à la suite d'un rapport faisant état d'une cyberattaque. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte que notre papier, il était revenu, alors peut-être pas que le nôtre, probablement que notre papier aux côtés de celui du Certua, et on a aussi d'autres éditeurs de sécurité qui ont travaillé un peu sur cette menace-là, mais en tout cas, notre papier, entre autres, a pu remonter jusqu'au Kazakhstan, et après, on ne sait pas tout ce qui s'est passé là-bas, mais ça a pu peut-être développer une investigation en interne, etc. Donc là-dessus, nous, ça nous a vachement amusé, et on se dit que c'est intéressant vraiment de pouvoir travailler sur ce genre de domaine. Vous avez des effets qui sont très grands, là. Tout à fait. Je rajoute juste, voilà, quand on publie, on cherche pas non plus à mettre en lumière des failles de sécurité de tel ou tel pays. En l'occurrence, ce rapport, avant qu'il soit publié, on avait envoyé pas mal de mails au gouvernement au Kazakhstan, et on n'a jamais eu de réponse. Donc en fait, voilà, on a publié par la suite, mais on a quand même eu un petit temps. On s'est dit bon, on va publier là-dessus. Ce serait intéressant d'avoir le retour, etc. Cool. Merci énormément pour ce partage. Puis effectivement, on termine sur le fait de tout le bénéfice de partager et tout ce que ça comporte. Je vous remercie énormément pour ce partage. Moi, j'en sors énormément enrichi de cette conversation-là. Et j'ai hâte qu'on ait une prochaine. Merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir donné l'opportunité de présenter cette investigation. Merci beaucoup.